Bonsoir. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. On commence un petit peu en retard. Notre invité a eu un petit problème de train. Ce soir, nous abordons Manuel d'économie critique avec Sylvain Leder. Il est agrégé de sciences économiques. Avant de lui passer la parole, je vais passer la parole à Philippe. Cette semaine est chargée pour l'UPA, pour l'Université populaire des Ardennes. Le vendredi 9, c'est la journée de la laïcité. Donc, à partir de lundi, nous avons un programme chargé. Philippe va vous le donner tout à l'heure. Donc, très bonne soirée et éteignez les portables autant que possible. Merci. À toi, Philippe. Oui, bien. En fait, je vous parlerai à la fin du programme sur la laïcité. Par contre, simplement pour présenter la séance, Sylvain Leder nous a dit à l'avance qu'il allait aborder. À travers 3 questions que je vais vous livrer. D'où vient la dette et notre conception de la dette? Pour rentrer dans le vif du sujet. L'économie est-elle une science? Et comment le MEDEF tente de s'ingérer dans le monde de l'éducation? Donc Sylvain pense qu'à travers ces 3 questions, on aura fait le tour pour décrire le problème du rôle tenu par l'économie dans la société. Et que, en fait, l'économie n'est peut-être pas si neutre qu'on veut bien le dire, d'un point de vue idéologique, politique et social. Donc, ce travail, enfin cette conférence, elle s'appuie sur un travail auquel a collaboré et pour lequel est intervenu Sylvain Leder, puisqu'il a écrit des articles dans un numéro spécial du Monde diplomatique, un hors-série qui s'appelle Manuel d'économie critique. C'est, je pense, un manuel à l'usage de chacun des citoyens, qui est bienvenu dans une période assez particulière, avec des échéances prochaines importantes, où la question de l'économie est quand même au centre de ce débat national. Donc, avec des propositions qui se présentent comme étant les seuls à pouvoir exister. Il n'y en a pas d'autres, d'après ceux qui les présentent. Donc, je crois que voilà, je pourrais vous inviter d'ailleurs parce qu'on a plusieurs exemplaires, à vous procurer le manuel d'économie critique, puisqu'on peut vous en fournir dès ce soir pour ceux qui ont quelques euros dans leur poche. Sinon, on pourra les garder éventuellement pour ceux qui veulent l'acheter plus tard. Voilà, on verra avec Sylvain, parce que il a promis qu'il... Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues, moi. Oui, c'est à la Hollande. Donc, il a promis qu'il reviendrait à Paris au Monde diplomatique sans un seul exemplaire non vendu. Voilà, donc... Alors, voilà. Alors, par contre, on avait des images à projeter, en principe, qui sont issues du manuel. Et donc j'ai lancé un appel parmi vous. Si quelqu'un est assis sur un rétroprojecteur, il est prié de se manifester, parce que en arrivant, on a trouvé l'écran, mais on n'a pas trouvé le rétroprojecteur. Donc regardez sous vos sièges, à droite, à gauche, on ne sait jamais. Et celui qui le trouve, il va au médecin après. Voilà, en tout cas, moi je ne l'ai pas trouvé. Je suis vraiment désolé. Mais bon, Sylvain a dit qu'il pouvait se débrouiller aisément sans les images, donc voilà. Eh bien, je vais lui laisser la parole tout de suite. Voilà, vous m'entendez comme ça? C'est bon. Attends, je m'avance. Voilà.
Donc bonsoir à tous. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est vrai que ça nous fait toujours plaisir donc, de venir parler d'économie et du manuel d'économie critique en particulier. En effet, j'ai collaboré pendant 2 ans à ce manuel, trouver les auteurs, faire le sommaire, sélectionner des thématiques qui nous intéressent tous. L'angle d'approche, c'est de prendre en fait l'économie dominante, que j'appellerais l'économie néolibérale, et d'essayer systématiquement d'en prendre le contre-pied. Donc dans le manuel d'économie critique, on a vraiment essayé de proposer une économie telle que nous on la pense, c'est-à-dire une économie ouverte, une économie basée sur l'histoire, la sociologie, la philosophie. Vous verrez, il y a plein de reproductions artistiques aussi, parce qu'on pense que tout ça, ça contribue à mieux vivre ensemble, et tout simplement parce qu'on considère que l'économie, c'est avant tout un outil qui nous permet de nourrir les gens, de distribuer, de produire les richesses, mais c'est un outil qui ne devrait pas prendre la priorité sur le politique. Ce manuel-là, il a vraiment été conçu comme ça. Il a été conçu comme une approche d'éducation populaire. C'était ça le thème. Donc moi, je suis essentiellement prof, en effet, de lycée. Et donc c'est pour ça qu'on m'a fait venir. C'est un peu, vous voyez, alors j'ai écrit des articles dedans bien sûr, mais aussi pour traduire, oui, il faut le dire quelque part, les travaux des chercheurs. Très souvent les chercheurs, vous savez, ils sont dans leur laboratoire et ils s'adressent très très peu souvent à nous. Donc quand on les lit, c'est compliqué, ça peut être difficile, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Donc là c'était l'idée. Ils nous envoient un peu leur travail, nous on discute avec eux pour savoir si on ne peut pas reformuler, etc., etc. Et voilà. Donc le manuel d'économie critique est pour ça très très accessible. Bon, maintenant je voudrais préciser, je ne suis pas payé au numéro, d'accord? Donc vous les achetez ou pas, c'est pas un problème. Il n'y a que 10 exemplaires. 25. Donc dans le principe, voilà où on en est. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, à travers un thème, j'aurais pu en choisir d'autres, mais la dette, vous montrer qu'en fait l'économie c'est très accessible. Et si l'économie ne paraît pas accessible, c'est parce qu'en fait, elle masque des idéologies derrière. Parce que si vous pensez qu'on parle beaucoup d'économie, c'est pas vrai. Si vous allumez, donc je sais pas moi, BFM, vous regardez BFM TV, je sais pas, même TF1, France 2, maintenant, même les chaînes publiques qui sont censées donc incarner l'intérêt général, il va y avoir la présence d'économistes, c'est vrai. Dominique Seux sur France Inter, par exemple. Eh bien, ces gens-là ne parlent pas d'économie. Lisez le Figaro, lisez l'Opinion, ça ne parle pas d'économie. En fait, ça parle vaguement de commerce peut-être, et ça masque, ça défend les intérêts très particuliers des plus grandes firmes. La logique, en fait, de l'entreprise. C'est ça, en réalité, la définition du néolibéralisme. Voilà, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, mais c'est incarner l'idée, en fait, du capital partout, dans nos vies intimes, dans nos vies privées, dans le monde du travail, etc. Nous sommes tous à nous considérer comme des entreprises, nous devons nous maximiser dans ce que nous faisons. Donc on va voir à travers la dette que, premièrement, notre conception de la dette est fausse, c'est-à-dire que historiquement, ça n'a pas toujours été un problème, la dette. Que deuxièmement, le problème de la dette tel qu'il nous est proposé aujourd'hui cache en réalité une idéologie. Pour résumer très simplement, je dirais, il ne s'agit pas du tout pour le néolibéralisme de rembourser la dette. Mais non, ça ne les intéresse pas du tout qu'on la rembourse. En revanche, la dette est un instrument particulier qui nous met au pas, qui nous oblige à modifier certaines choses. Donc, par exemple, vous avez suivi, j'imagine avec passion et précision, les débats de la primaire de la droite. Eh bien, donc évidemment, on les connaît, je veux dire, c'est le mariage entre Pinocchio et Judas dans cette histoire, c'est-à-dire qu'ils nous disent un peu ce qu'ils veulent, mais en tout cas, le point commun, vous voyez bien, c'est attaquer systématiquement la sécurité sociale, c'est attaquer les services publics, et avec l'argument de la dette. D'accord, parce que vous avez bien suivi, il le convoque à chaque fois comme si c'était quelque chose d'évident. Et bien moi, je vais vous montrer que ne pas payer la dette, non seulement c'est légitime, mais en plus, c'est peut-être une très très bonne idée. Alors, je vais donc commencer par une première partie, vous expliquer d'où vient la dette. C'est quand même étrange. C'est-à-dire que oui, la dette, on peut en retrouver même au XVIe siècle, en France, c'est pas ce qui m'intéresse ici, mais elle a toujours plus ou moins existé. Oui, il y a des dettes qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres aujourd'hui, celle du Japon, celle des États-Unis, beaucoup plus importante. Est-ce qu'on en entend parler? Non. Non, parce qu'en fait, la dette européenne elle a quelques particularités qui font qu'on en entend parler. La particularité majeure, en réalité, c'est qu'elle est confiée au marché financier. J'y reviendrai. À cet intrus. Comment se financer avant?
Eh bien, avant les années 80, c'était très simple en fait. Il y avait ce qu'on appelait le circuit du trésor. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est complètement inutile, de toute façon, pour comprendre ce qui se passait. En fait, le circuit du trésor, c'est quoi? Eh bien, vous avez l'État, vous avez la Banque centrale, qui appartenait à l'État, qui obéissait à l'État, bon, bien sûr avec quelques garde-fous, et vous aviez le trésor public. Qu'est-ce que le trésor public? C'est simple, hein, vous faites un chèque pour payer vos impôts, vous mettez à l'ordre du trésor public. Moi, je suis enseignant, je reçois mon salaire, c'est marqué virement, trésor public, après il y a une insulte. C'est mon salaire. Et ce qui se passe, si vous voulez, dans le principe, c'est que c'est lui qui va gérer ça, d'accord? Qui va gérer donc le trésor du public. Avant, c'était très simple. Avant, il y avait un circuit du trésor. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une banque avait une activité, n'importe laquelle, elle devait déposer une partie de ses ressources au trésor public. Donc en fait, le trésor public était simplement irrigué en permanence, sans rien faire, de liquidité. Donc, pas besoin d'avoir une dette. On pouvait en contracter une si on voulait sur les marchés financiers, qui étaient vraiment très très restreints, mais on pouvait. Mais après, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de grave dans les années 80. C'est l'élection donc des socialistes. C'est grave. En fait, les socialistes, évidemment, en 81, ont simulé une sorte de relance qu'on appelle keynésienne. Hein, vous me poserez la question si c'est nécessaire. Et dans cette... Il y a un portable qui sonne. C'est ton père. Comment? C'est celui de ton père. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les années 80, donc les socialistes arrivent, c'est-à-dire en 81, ils font une relance, mais en 1983, et vous retrouverez d'ailleurs dans le manuel d'économie critique une iconographie, une infographie, ils appellent ça, les spécialistes, où justement, quels ont été les choix des socialistes à l'époque et quels auraient été les choix possibles qu'ils ont refusés. Voilà, c'est ce qu'on appelle, vous savez, l'histoire contrefactuelle. Que se serait-il passé si? Voilà, ben, ça, on a fait un truc comme ça qui est assez intéressant. Et donc, dans les années 80, on va changer trois moments majeurs, vraiment, il y a 3 tournants. Le premier, c'est qu'on va briser le circuit du trésor. Ça, c'est Bérégovoy en 1985, un socialiste. Donc c'est terminé. On n'irrigue plus automatiquement déjà le trésor. Donc, vous voyez, le premier problème qui va s'annoncer. La deuxième modification, c'est que on va renoncer à taxer les ménages et les entreprises les plus riches et on va leur emprunter l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si jamais on est endetté, nous, les citoyens, l'État, si l'État est endetté, à ce moment-là, il emprunte l'argent, donc l'argent est là. Eh bien, il aurait pu très bien faire autrement. Et ça, je l'aborderai tout à l'heure de nouveau, parce que l'État a une particularité, la capacité à prélever des richesses. L'État refuse. L'État, donc, ne taxera pas les plus riches, mais va leur emprunter à des conditions, vous allez voir, très très préférentielles. Le troisième moment important, c'est qu'on va livrer la dette publique au marché financier. C'est-à-dire que c'est terminé maintenant de vendre à la ménagère, d'aller lui vendre quelques obligations d'État qu'elle va mettre de côté, qui n'iront pas sur un marché financier. C'est terminé. Maintenant, on va donc ouvrir des marchés financiers. Et vous verrez que c'est l'État qui va les ouvrir. Le Matif est un marché financier qui va être créé de toutes pièces par l'État français. Le problème, c'est que, alors ils vont avoir plein d'arguments pour nous expliquer que c'est extrêmement positif, en nous disant, bah oui, vous voyez, je peux émettre des titres d'État sur un marché primaire, d'accord? Ça veut dire quoi un marché primaire? Ça veut dire que c'est la première fois que le titre vient sur un marché. Bon, c'était comme avant, alors oui, bon. Mais il y a un marché secondaire, et là sur le marché secondaire, je peux revendre mon titre. Ça veut dire que, en réalité, c'est super liquide. C'est-à-dire que je peux aller, venir, je peux m'engager, c'est pas grave, etc., etc. Sauf que le second marché, que vous connaissez peut-être pas, c'est le marché des spéculations. Donc le premier marché, qui est un marché peut-être plus large, qui pourrait, soi-disant, nous permettre d'emprunter moins cher, eh bien, ça, c'est vraiment la cuillère de miel qu'ils nous vendent pour nous faire avaler 2 camions à purin, c'est-à-dire le marché secondaire et sa spéculation et tous les effets que vous connaissez par cœur. La crise des subprimes, par exemple, d'accord, va nous venir de là. Alors, il faut très bien comprendre. La dette, c'est quoi? En fait, il ne faut pas dire la dette comme ça. La dette, il faut ouvrir la boîte. Une dette, c'est une différence entre des recettes et des dépenses. Voilà. Donc, j'avais pris l'exemple, je ne sais pas moi, de Bernard Arnault, voilà, qui doit gagner dans les 5 bons millions d'euros par an. Eh bien, ce Bernard Arnault, c'est très cher Bernard Arnault, il n'arrive pas à tout dépenser. Donc évidemment, vous voyez, il a des recettes qui sont fortes, 5 millions, des dépenses qui sont un peu plus faibles, je ne sais pas combien, on va dire 3 ou 4 millions. Donc lui, vous voyez, il est en excédent. En excédent. Je lui dis, si jamais ses recettes sont plus faibles que ses dépenses, il est en déficit. Donc prenez un smicard, le SMIC aujourd'hui c'est difficile. Résultat, à la fin du mois, il est en découvert. Et s'il cumule ses découverts, eh bien il fait une dette. C'est exactement la même chose pour les ménages, pour les entreprises, pour l'État. Donc pour vous parler de la dette, moi je vais vous parler des recettes et des dépenses.
Et vous allez comprendre une chose, c'est qu'en fait, la dette, c'est le néolibéralisme. Plus le néolibéralisme va se développer, se mettre en place, et plus la dette va augmenter. Prenons quelques exemples. Si je prends l'année 1983, l'année 1983, donc vous savez, qui porte plusieurs noms en économie, ça s'appelle soit la désinflation compétitive, pour faire un peu technique, pour faire bien. Ça s'appelle aussi le tournant de rigueur, ça c'est pour faire donc, rigoureux, mais en fait c'est simplement un tournant néolibéral. C'est-à-dire que c'est le moment où la gauche de pouvoir se convertit en fait au néolibéralisme. On a l'impression que les logiques de marché et d'entreprise sont les meilleures. Et donc on va mettre en place des nouveautés. Les nouveautés, c'est donc cette désinflation compétitive, utilisons ce gros mot, et bien ça se résume en un théorème, qui n'est pas un théorème. Théorème de Schmitt, le chancelier Helmut Schmitt. Il nous dit les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendez les entreprises riches, les profits d'aujourd'hui, vous aurez après plein d'investissements, donc des machines, des brevets, de la recherche, ce que vous voulez, et plus tard vous aurez des emplois. En fait, ce qui s'est passé évidemment, c'est que ça a fait les profits d'aujourd'hui, ça a bien marché, hein. On leur a donné quasiment l'équivalent d'aujourd'hui de 10%, 200 milliards quasiment tous les ans, depuis 83. Mais ça n'a pas fait les investissements de demain, ça a fait les dividendes de demain. C'est les actionnaires qui ont pris ça. Et c'est ça le point intéressant. 83, comment on fait pour donner plein de profits aux entreprises? Eh bien c'est simple, il suffit de réduire la part des salaires. La part des salaires dans la richesse totale. Alors comment faire? Et puis on avait une idée, on va diminuer le SMIC horaire, vous voyez? Donc ce qui se passe, c'est que si je l'arrondis à 8 euros, le SMIC horaire net, c'est-à-dire ce que vous recevez sur votre compte, on dit bah, c'est pas grave, on diminue. Les Français sont extrêmement attachés à leur SMIC. Donc c'est pas possible. Donc on va développer autre chose. On va développer ce qu'on a appelé au début les emplois atypiques. Alors l'emploi atypique c'est quoi? C'est le CDI temps plein, donc 35 heures par semaine en CDI. L'emploi atypique c'est tout ce qui est temps partiel, contrat à durée déterminée. Par exemple aussi on va avoir l'intérim, les formes d'emploi aidé. On va développer tout ça. Ça veut dire une chose très simple, c'est que le patron se dit d'accord, ok, j'arrive pas à bouger ça, je te dois ton SMIC horaire. Mais en revanche, tu vas venir moins souvent. Au lieu de venir 12 mois par an, 35 heures par semaine, c'était pas 35 heures à l'époque, eh bien tu vas venir 6 mois par an, je vais te signer un CDD. Ou alors tu vas venir un peu le matin, un peu le soir. Donc là je te fais un emploi dit flexible. Ça évidemment, vous voyez, ça va appauvrir nettement les gens, la précarité. Ça va appauvrir. Et voilà une des explications de la naissance de la dette chez les ménages. Les ménages, à partir de 1983, vont connaître chômage et précarité et vont donc très logiquement s'endetter. En 83, nous avons aussi des taux d'intérêt extrêmement forts. C'est-à-dire que dans les années 80, les taux d'intérêt sont tellement forts que c'est là en fait que nous on cumule, on a beaucoup de mal à rembourser en fait les dettes qu'on contracte, et c'est là qu'on va faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est, vous savez, vous mettez une petite boule de neige au haut d'une colline, ça descend, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Plus on empruntait, plus ça nous coûtait cher. Plus ça nous coûtait cher, plus on empruntait pour rembourser, et plus ça nous coûtait cher. Voilà, donc et ainsi de suite. Comme ça, on a enclenché ce cercle vicieux qui nous a, bien sûr, qui a fait exploser la dette française. L'État n'a pas été en reste, puisqu'on a demandé à l'État, évidemment, de prélever moins. Alors ça, c'est un débat en soi, c'est-à-dire est-ce que l'État doit prélever moins? Je vous rappelle que quand l'État prélève, c'est pas pour faire du papier peint, ou se chauffer, ou je sais pas quoi. Hein. L'État ne fait que redistribuer les revenus de transfert. Voilà, on pourrait prendre n'importe quel exemple. Le système de santé français, avec son système, et toutes ces critiques qu'on peut lui asséner, c'est vrai, hein, voilà, son fonctionnement, ce que vous voulez. Mais il reste 2 fois moins cher que le système américain, par exemple, et beaucoup plus efficace. Moins inégalitaire et plus efficace. Donc si vous voulez, l'État là va se retrouver dans une situation où il va commencer à prélever moins, baisser évidemment l'impôt sur le revenu. L'impôt